L'auteur d'une œuvre de l'esprit joue sur cette œuvre d'un droit de propriété incorporelle, exclusive et opposable à tous, ainsi est stipulé l'article 1er de la loi sur le droit d'auteur au Sénégal. Et pour ce numéro de Talk Afrique, nous allons parler de cette notion de droit d'auteur d'œuvres musicales sur le continent. Pourquoi sont-ils importants? Comment les pays s'organisent-ils pour garantir à leurs ressortissants la jouissance de leur propriété intellectuelle à l'heure du numérique? La protection des données intellectuelles est-elle encore possible? Pour répondre à toutes ces questions, nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau Daniel Gomez. Vous êtes président de l'AMS, également administrateur à la SODAV, la Société sénégalaise des droits d'auteur et des droits voisins. Merci d'être avec nous. Merci pour l'invitation. Avec nous sur ce plateau, notre confrère Aboubacar Demba Sissoko, journaliste et culturel. Merci d'être avec nous. Merci. Alors, monsieur, avant d'aller plus loin, je voudrais qu'on fasse, avant de faire l'état des lieux, j'aimerais qu'on aborde la notion du droit d'auteur. Comment la concevez-vous, Jean Gomez? Daniel. Daniel Merci. Pour le droit d'auteur, bon, effectivement, au début, les gens avaient juste cette conception, je suis artiste. J'ai pas de carte professionnelle. Beaucoup allaient donc au niveau du Bureau sénégalais du droit d'auteur en ce qui nous concerne pour avoir au moins la reconnaissance d'être artiste. C'est après maintenant quand on s'est longtemps battu pour expliquer que c'est qu'une œuvre, que c'est que la propriété intellectuelle et que le droit d'auteur effectivement était un prolongement de la vie de l'œuvre telle que dans l'exécution qui en est faite. Et là, on prend toute la conception qu'en fait, le droit d'auteur, c'est un peu notre héritage et l'héritage qu'on laisse à nos enfants en manière morale et patrimoniale. Je pourrais revenir un peu plus là-dessus. Aboubacar, au-delà d'être un loisir ou bien une activité, c'est d'abord une activité rémunératrice, les droits d'auteur. Oui, parce que quand on crée une œuvre, ça crée des droits qui lui sont attachés. On est propriétaire d'une œuvre, on est auteur d'une œuvre. Donc, maintenant, quand ça entre dans ce que je peux appeler un circuit, ça génère, chaque fois qu'on l'utilise, ça génère une certaine redevance que l'utilisation de l'œuvre sur divers supports, dans divers lieux de diffusion, dans les radios, dans les médias, dans les bars, dans les restaurants. Chaque fois qu'on joue normalement, il y a une redevance qui est versée à une société qui gère ça, qui gère ces droits-là et qui reverse à des ayants droit. Donc oui, c'est une activité, c'est un peu le salaire d'un auteur, qu'il soit musicien, écrivain, peintre. Alors, Daniel, aujourd'hui, quel regard portez-vous sur le droit d'auteur en Afrique en général, au-delà du Sénégal? Je pense que les choses avancent, même si on reste encore pionnier en la matière aujourd'hui. On s'est battu pour que nos sociétés de gestion collective soient effectivement des sociétés de droit privé. Après les indépendances, à l'instar de beaucoup de pays dans les années 70 exactement, ce sont les États qui ont mis en place des structures de protection des œuvres. Donc c'est pour ça que nous avons au Sénégal le BSDA, au niveau de la Côte d'Ivoire, le Burida, au niveau du Burkina, le BBDA. La SODAV maintenant. Voilà, donc c'était comment je peux appeler ça, des institutions qui ont été mises en place, en général sous le couvert du ministère de la Culture, pour gérer le droit des artistes sur la diffusion et l'utilisation qui est faite de leurs œuvres. Nous, l'incongruité qui était, que pour nous, c'est vu que les statuts du BSDA stipulaient que le BSDA n'avait droit à aucune subvention, le BSDA travaillait juste avec l'argent des artistes, on ne comprenait pas comment on pouvait continuer sur cette lancée à avoir une direction, à avoir une présidence de conseil d'administration qui était nommée par l'État. Et c'est en ce sens maintenant qu'on a beaucoup milité pour expliquer qu'à l'instant de ce qui s'est fait dans les pays développés, donner aux artistes la gestion de leurs droits en mettant en place une société de gestion collective qui a une assemblée générale, dont une assemblée générale élit un conseil d'administration qui élit à son tour un président, et que c'est ce même conseil d'administration maintenant qui a en charge la gestion complète entre le personnel et la gestion comptable, bien sûr sous le couvert
comme on appelle ça, d'une commission permanente de contrôle, l'État surveille un peu, comme toute société, pour voir si ça va, ça ne met pas les choses en péril, mais toute la gestion est assurée par un groupement de collèges d'artistes. En ce moment, dans les pays limitrophes, comme le Burkina, un peu le Burundi, on essaie de copier l'expérience sénégalaise, de voir ce qui ne va pas. Mais elle est toute jeune. On s'est battu pendant longtemps. La loi a été votée, on s'est battu depuis 2000. La loi au Sénégal a été votée en 2008. Et la SODAV n'a vu le jour, effectivement, qu'en octobre 2016. Donc c'est un long chemin de compréhension, de sensibilisation. Et si on veut, aujourd'hui, les pays d'Afrique sont en train de voir comment ça se passe au Sénégal, qu'est-ce qu'on pourrait prendre, qu'est-ce qu'on pourrait dupliquer. Justement, au-delà du Sénégal, Aboubacar, comment cette question du droit d'auteur est-elle perçue en Afrique? Mais elle est perçue de la même manière. C'est qu'il y avait d'abord pas une prise en compte sérieuse. Il n'y avait pas une prise en compte sérieuse. C'est-à-dire que les artistes n'étaient pas conscients qu'il y avait des droits attachés à leurs œuvres. Comme il l'a dit, et puis on a expliqué que une œuvre, ça génère des droits. Parce que quand on crée une œuvre, on en a la propriété morale, ça génère des droits et des redevances. Maintenant, il fallait expliquer ça. Et quand l'AMS, dont on doit saluer le travail pionnier, parce que depuis 20 ans, l'AMS se bat pour que ces droits-là soient reconnus, qu'on confie la gestion des droits aux artistes eux-mêmes. Donc on a eu cette société de droit privé, société privée. Donc la gestion collective est maintenant confiée aux ayants droit eux-mêmes. Et la question, elle est la même un peu partout en Afrique. Du coup, le Sénégal, qui est devenu, entre guillemets, un peu pionnier dans les résultats qu'on obtient dans la revendication pour la reconnaissance des droits, inspire d'autres pays. Le Burkina, la Côte d'Ivoire, des musiciens ivoiriens sont venus s'imprégner de l'exemple ici et ont mis en place leur propre association, leur syndicat pour défendre leurs droits, et d'autres pays. Donc la problématique, elle est à peu près la même. Il y a d'abord une prise de conscience, mais il y a surtout une sensibilisation à mener. Et quand les gens voient que ça marche dans un pays, on s'en inspire, on essaie d'appliquer la même chose, puisque l'environnement socio-culturel, l'environnement économique sont les mêmes pour les artistes. Je rappelle que vous êtes d'abord musicien avant d'être membre de la SODAV, administrateur. Quelles sont les difficultés que rencontrent ceux qui travaillent autour de leurs droits sur le continent? Comme on l'a dit plus tôt, l'artiste au départ n'avait pas conscience que ce qu'il faisait était un métier. D'abord, il l'a fait par passion, il s'est rendu compte, comme la plupart d'entre nous, que ça pouvait rapporter de l'argent, mais c'est de l'argent qui est rapporté de manière ponctuelle. Quand on arrivait même qu'on nous dit maintenant vous avez droit, si vous êtes en train de jouer vos propres œuvres, vous devrez remplir une feuille d'exécution publique pour pouvoir percevoir vos droits. Il arrivait que, par exemple, des gens comme moi qui ont travaillé dans les hôtels, quand on arrive, on propose la feuille, et là, tout de suite, il y a l'employeur qui te dit « Non, moi, je ne peux pas, les droits d'auteur, j'ai déjà payé, j'ai déjà versé, sinon on arrête le contrat. » Donc, on arrive à un stade où l'artiste se dit « Bon, écoute, si c'est pour attendre d'être payé dans 3 mois avec les droits d'auteur, là, autant garder mon argent qui est là, qui tombe pérenne. » Donc, on n'avait pas pleinement conscience qu'on pouvait être rémunéré pour le travail qu'on avait fait et d'autre part, maintenant, percevoir des droits d'auteur. Et que même si nous ne jouons pas nos morceaux, que nous interprétons des morceaux d'autres artistes, que ces artistes qui ne sont pas là, par contre, avaient droit à être rémunérés sur l'exécution qui était faite de leurs œuvres pendant nos prestations. Donc, l'artiste n'avait pas compris ça, et c'est vrai qu'avec l'AMS, on a l'aide bien sûr de la Fédération internationale de la film, parce qu'on est membre de la Fédération internationale des musiciens, et c'est avec les différents séminaires de formation sur la sensibilisation sur le droit d'auteur, le droit voisin, les contrats, que c'est que la gestion collective. Ils sont arrivés progressivement à prendre conscience. Et ce n'est pas seulement au Sénégal, je l'ai dit, le Sénégal est allé un peu plus vite
dans cette prise de conscience pour pouvoir mettre en place, mettre tout le monde d'accord sur la question. Mais au niveau de la Fédération internationale des musiciens, où on est quand même un peu plus d'une vingtaine de pays africains membres, tous ces pays-là aussi ont conscience qu'il faut aller. Mais comme pour changer une structure, pour remettre les choses à l'ordre du jour, il faut une volonté politique. Il faut une discussion qui se fait, une négociation qui se fait avec l'État. Et la vérité n'est pas partout dans les autres pays. D'autres pays se disent que bon, ces artistes ne sont pas encore assez mûrs pour prendre en charge leurs droits. D'autres disent non, c'est une prérogative de l'État parce que c'est l'État qui a mis en place l'institution. Donc c'est en tout cas une liberté qui est accordée à l'État. Mais c'était les amener progressivement à leur dire attention, aujourd'hui, ceux qui travaillent, qui génèrent ces revenus, doivent avoir un droit de regard et de décision sur ces revenus. On y est arrivé au Sénégal, ça a pris du temps, 16 ans, mais je pense que ça ira beaucoup plus vite au niveau des autres pays africains. Mais la perception aujourd'hui, elle est vraiment différente de celle qu'on avait il y a 20 ans. Alors, Aboubacar, je voudrais qu'on rebondisse sur ce que Daniel vient de dire. Le rôle de l'État dans le respect des droits d'auteur, quel est son rôle concrètement? Mais le rôle de l'État, c'est le rôle que doit jouer l'État dans l'application des lois qu'il se donne. Cette loi-là qui institue les droits d'auteur et droits voisins, on est d'ailleurs le 25 janvier, la loi est du 25 janvier 2008, on est à la date anniversaire de la promulgation du vote de la loi, ça fait 11 ans. Mais c'est l'État qui veille au respect de la loi. Ça, c'est d'abord une prérogative. On vote une loi et celui qui est chargé de faire respecter la loi, c'est l'État. Maintenant, il y a ce que dit la loi, des redevances à payer par des diffuseurs, les médias et autres diffuseurs, les bars, comme je l'ai dit tout à l'heure, les restaurants, les lieux d'exécution publique des œuvres. Mais donc il y a des fiches, des redevances à payer. Normalement, l'artiste qui se présente ne devrait pas avoir de problème à faire accepter la fiche, à recevoir, à demander au diffuseur de payer la redevance qu'il doit payer à la structure qui gère les droits d'auteur. Normalement, l'artiste ne devrait pas avoir. Maintenant, si l'artiste a des problèmes, l'État doit normalement intervenir parce qu'il est de son devoir, c'est même une obligation de faire respecter les lois qu'il vote, qu'il fait voter à l'Assemblée nationale. Et on a peut-être du mal parce que les médias, il y a un travail de sensibilisation à faire auprès des diffuseurs. On commence à comprendre petit à petit, mais c'est très difficile. Il y a encore des diffuseurs qui doivent de l'argent, il y a des diffuseurs qui réchignent à payer, il y a des diffuseurs qui, quand on leur présente une fiche, disent ah, si c'est comme ça, moi, je ne le fais plus. Et pourtant, ces lieux de diffusion mettent encore des œuvres des artistes. Et qu'en est-il de ces artistes qui ne déclarent pas leurs œuvres, Daniel? Il y en a quand même. Oui, bon, c'est ça qui se passe en gestion collective. C'est-à-dire que la loi ne nous donne pas à nous, artistes, l'obligation de déclarer des œuvres. Parce que la loi dit qu'une œuvre est protégée dès l'instant où elle est créée, même inachevée. Donc c'est la loi. Donc quand il parle du rôle de l'État, je comprends parfaitement. C'est-à-dire l'artiste déjà est protégé du simple fait de la création de l'œuvre. À l'État maintenant, s'il y a litige, à ce moment-là, c'est en dernier recours, le tribunal va trancher parce que c'est l'État qui fait en sorte que tout ce mécanisme soit mis en place par la promulgation des lois et tout. Mais ce qu'on dit, c'est que la déclaration est fortement recommandée. Parce que ça évite un peu, justement, que les choses traînent en longueur. Une fois que c'est déclaré, que c'est déposé à la société de gestion collective, ça ne pose pas de souci pour en tout cas, la traçabilité de l'œuvre. Mais là où le problème est, ce n'est pas le fait qu'ils déclarent leurs œuvres, parce que vous avez des artistes qui déclarent leurs œuvres, qui les ont déposées au niveau de la société de gestion collective, et après qui vont en prestation, qui jouent, et qui ne remplissent pas par contre la fiche d'exécution des œuvres qui leur permettent de toucher les droits
en tout cas aux ayants droit de toucher leurs droits. Que je m'explique. Aujourd'hui, aucun comme on appelle diffuseur, aucun lieu de spectacle ne peut se permettre d'exécuter des œuvres sans avoir au préalable passé une convention avec la société de gestion collective. Donc ce qu'on veut dire que ce soit aujourd'hui que les radiodiffuseurs comme ici, que ce soit un exploitant de lieux de spectacle, ils doivent passer une convention, avoir l'autorisation de pouvoir de diffuser des œuvres. Ils ont payé, que ce soit de façon forfaitaire ou que ce soit à un moment donné un contrat qui est fait de manière ponctuelle. Ce qui est intéressant, c'est de savoir maintenant que quand on leur apporte la fiche, et c'est là où doit intervenir le réflexe de l'artiste, c'est que dès qu'il a fini, il y a une fiche d'exécution des œuvres qui lui est remise sur une feuille jaune, et c'est ça qu'il remplit pour dire tel titre que j'ai joué 10 titres, j'ai joué 15 titres, j'ai joué 20 titres, voilà, qui appartiennent tous à tel auteur, compositeur et arrangeur. Et c'est cette feuille-là qu'il fait signer par l'organisateur de spectacle ou le diffuseur et qui viendra maintenant à son tour d'être déposé à la société de gestion pour qu'on sache l'argent que l'organisateur a payé, à qui ça va être distribué. Au Sénégal, il y a une association qui a été mise en place qui regroupe les musiciens, que vous dirigez d'ailleurs. Qu'est-ce qui est fait à ce niveau pour protéger les droits d'auteur? Ben c'est ça qui nous a conduit, comme je dis, à aboutir aujourd'hui à la SODAV. On le dit avec une certaine fierté, certes. On n'était pas les seuls. Peut-être que nous sommes les premiers à avoir boosté et d'avoir pu être entendus et que tout le monde en a fait sienne. Mais comme je l'ai dit, grâce à la formation que nous avons eue avec la Fédération internationale des musiciens, dont on continue toujours à faire, ce qui se fait, c'est qu'on met en place des programmes, des projets. Et on a eu la chance qu'en 2000, la Banque mondiale est venue en disant nous allons investir pour la première fois dans l'industrie musicale, dans le développement de l'industrie musicale. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ils sont venus ils ont fait un diagnostic. Et le premier diagnostic qui est apparu, c'est qu'on ne pourrait absolument pas développer une industrie musicale si l'environnement juridique n'était pas assaini. Et donc c'est là où on a mis toutes nos forces dans justement l'assainissement de cet environnement juridique. Et en 3 ans, on a fait le tour du Sénégal pour pouvoir, sur les tablettes, officiellement, on a formé sur tout le Sénégal 1600 artistes, de tous bords, pas seulement de la musique, mais de tous bords. Mais seulement, ça date de plus de 10 ans. Il faut que ce soit pérenne, il faut toujours trouver il faut toujours des efforts de temps que c'est à faire. Maintenant, il y a la SODAV qui est mise en place. Je pense que là, les organisations professionnelles comme l'AMS pourront se mettre de concert pour sortir des formats de sensibilisation. Et ça fait partie aussi des prérogatives de la SODAV. Ça sera beaucoup plus simple que ce qu'on a fait. Alors, Aboubacar, pensez-vous que les artistes et créateurs profitent assez des fruits de leur travail? Avant juste de répondre à cette question, je voudrais juste compléter ce que Daniel a dit sur les fiches qu'on remplit avec les noms des artistes dont on a joué, exécuté des œuvres. C'est tellement important que, par exemple, on n'est pas seul, on n'est pas sur un îlot comme ça. On est lié aussi. C'est la SODAV, par exemple, qui peut percevoir l'argent, les redevances, pour des artistes qui ne sont pas là, qui est distribué. Par exemple, un Sénégalais dont l'œuvre est exécutée au Mali ou en France, la société de gestion collective qui recueille les redevances là-bas, reverse cela ici et l'artiste qui est là peut percevoir son argent. Et là, au Sénégal, on fait la même chose. Donc, c'est très important parce que les gens surveillent aussi l'exécution de leurs œuvres. Ils doivent savoir où est-ce que leurs œuvres sont la deuxième chose, c'est sur la formation. Moi, je dis que j'en parle aujourd'hui avec quelques outils, quelques informations, parce que nous avons été, nous, médias, les premiers à bénéficier de la formation sur les droits d'auteur en 2003, quand la Banque mondiale a fait son diagnostic et est partie et que les formations ont été mises en place. Nous, on a été peut-être les premiers, les cobayes, je m'en souviens encore, c'était en août, je crois, 2003. On a eu une session de formation et on suit depuis jusque-là. Maintenant, est-ce que les artistes vivent de leur fruit du travail? Le constat est qu'on a des têtes d'affiche bien établies, qui sont intégrées dans un circuit international de cette façon, donc dont les droits sont respectés et qui connaissent très bien les mécanismes et tout. Mais il y a d'autres
qui d'abord n'étaient pas conscients que c'était un métier, mais qui en sont devenus aujourd'hui conscients, et que la mise en place de la loi va certainement les aider à faire en sorte qu'ils bénéficient du flux de travail. Mais c'est un long processus. L'AMS a été créée il y a une vingtaine d'années, je crois en 1999, et l'AMS mène le travail, a été à la pointe du combat, a engagé les autres associations d'artistes, de professionnels, mais ce n'est pas gagné encore. Il y a toujours une sensibilisation, mais il y a une mise à jour, mise à niveau. Aujourd'hui, peut-être qu'il y a des artistes qui ne savent pas encore, mais il n'y en a pas beaucoup, mais les gens... Justement, est-ce que tous les artistes sont conscients qu'ils ont des droits et qu'ils doivent aller les récupérer à la SODAV, par exemple? Est-ce que tous les artistes en sont conscients? Les artistes, je crois qu'il y a une prise de conscience. Il faut en tout cas, moi, sur ce que je suis, avec l'AMS, avec d'autres associations professionnelles, les gens sont quand même sensibilisés. Il y a des tournées dans les régions. Je crois qu'il vient même de Kolda, où il a une formation. Peut-être que ce n'est pas le droit d'auteur, mais il y a toujours des sensibilisations sur vous avez des droits, voilà les droits que vous avez, voilà ce que ces droits-là peuvent générer. On n'est plus là dans la situation de l'an 2000, mais il y a encore des efforts à faire. Aujourd'hui, il y a une prise de conscience qu'on peut vivre de son travail, vivre de l'exploitation de ces œuvres-là. Daniel, parlons maintenant du numérique. Quel est l'avenir du droit d'auteur avec l'évolution d'applications comme YouTube, Dailymotion? C'est quoi l'avenir du numérique? On ne va pas vous laisser passer d'un sujet à un autre rapidement, n'est-ce pas? Allez-y. Non, mais c'est juste dire... En fait, c'est parce que bon, je pense que quand une émission comme ça est faite, aussi elle est faite pour pouvoir, à un moment donné, dès qu'on a parlé de droit d'auteur, que la mise en place de la société de gestion collective, les gens ont pensé que ça y est, le problème des artistes est réglé. Loin s'en faut. Non. Je le dis avec tellement de conviction, c'est-à-dire aujourd'hui, quelqu'un comme Kabougué, qui n'écrit pas, qui ne joue pas de son instrument et qui se contente simplement d'écrire des textes pour Youssou N'Dour. Ce monsieur, lui, jouit du droit d'auteur. Il est un auteur. Mais maintenant qu'on parle de métier, on sait qu'un titre, par exemple, comme Guantanamera qui a rapporté des millions à son auteur, c'est un monsieur qui a écrit un seul titre et qu'il a pu en vivre. Mais aujourd'hui, notre situation, c'est quand on veut que les artistes arrivent à prendre conscience que leurs problèmes ne sont pas réglés parce que ce sont des citoyens. Étant des citoyens, ils doivent participer donc effectivement à la vie active et au développement du pays. Comment? En étant reconnus comme travailleurs. On a ce problème, c'est-à-dire que l'artiste disait toujours « je ne vis pas de mon art » parce que dans son intégrité, il ne se considérait pas travailleur, il se considérait au bien comme un travailleur à part. Donc aujourd'hui, notre rôle, après, c'est vrai qu'on a pris beaucoup de temps à assainir l'environnement juridique de la propriété intellectuelle. Mais on est encore dans l'assainissement de l'environnement juridique en ce qui concerne maintenant le droit même du travailleur qui ne doit plus taper sur la table du ministère de la Culture, mais plutôt aujourd'hui taper sur la table de négociation. Mais rapidement, est-ce qu'aujourd'hui le droit d'auteur a un avenir avec le numérique? Rapidement. Si, il a un avenir. Donc c'est juste pour dire, faire prendre conscience à nos artistes qu'aujourd'hui il faut se battre pour pouvoir se dire, quand je travaille, sur ce que je travaille, ça doit être considéré comme un salaire, que je peux avoir une caisse de retraite, la protection sociale, une coopérative d'habitat, et donc que ça ne s'arrête pas au droit d'auteur. Donc tout le travail à faire est là. Alors, Aboubacar, qu'est-ce que vous préconisez? Rapidement, nous sommes presque à terme de cette édition pour la sauvegarde, la protection des droits d'auteur. Qu'est-ce que vous préconisez? Non, que les gens soient informés de leurs droits, parce qu'on entend beaucoup de travailleurs réclamer des droits, avoir des syndicats, descendre dans la rue quand leurs droits ne sont pas respectés, qu'il y ait la même conscience que c'est un travail que l'on fait et qu'on a le droit légitime de vivre des fruits de notre travail. Donc c'est un travail en permanence d'information, de sensibilisation pour qu'on en soit conscient et qu'on puisse se dire mais je vais descendre peut-être dans la rue pour dire, demander à l'État ou au diffuseur de respecter les conventions qui nous lient. La loi, on doit la respecter. Aujourd'hui, dans le métier, je donne un exemple pour terminer, dans le métier de journaliste, on a la convention collective des journalistes.
Mais on demande à certaines entreprises de respecter ça, respecter ceci. Il y a des grilles, il y a des barèmes, il y a des salaires. Aujourd'hui, eux, ils y travaillent. Ils travaillent pour avoir une convention. Ils travaillent avec l'inspection du travail. L'inspection du travail, c'est l'État, pour qu'il y ait une convention et que cette convention-là lie les entreprises qui sont des employeurs. Et quand je parle d'entreprise en termes dans le domaine du spectacle, c'est celui qui t'emploie, même si c'est temporairement un lieu de spectacle, ou celui avec qui tu signes un contrat, qu'il respecte les termes des conventions. Qu'est-ce que vous préconisez rapidement? J'ai beaucoup aimé votre question sur le numérique. C'est vrai que le droit d'auteur est vaste. Et après, en peu de temps, c'est pas facile de pouvoir tenir. Le numérique, c'est vrai que c'est un outil formidable, aussi bien pour les jeunes qui arrivent et tout. Mais il faut aussi qu'on sache que la loi sur le droit d'auteur ne fait pas abstraction du numérique, de l'analogique. On aura l'occasion d'en reparler certainement. Alors, les recommandations rapidement. Voilà. Mais pour revenir, c'est aussi que, comme on l'a dit, aujourd'hui, il faut d'abord une véritable politique de vulgarisation des droits des artistes. Ça passe aussi bien par les organisations professionnelles, comme on appelle un travail conjoint, ça se fait. Au Sénégal, on le fait, même si on en demande plus. Mais aujourd'hui, on sent le ministère mieux impliqué dans les questions de droits d'auteur. D'ailleurs, il travaille sur le statut de l'artiste. Merci beaucoup. Donc, il n'y a pas de souci. Il faut une étroite collaboration et qu'on puisse Merci avancer. beaucoup. Merci beaucoup, Daniel Gomez. Je rappelle que vous êtes administrateur à la SODAV, président de l'AMS, c'est cela, musicien. Et nous étions avec notre confrère Aboubacar Demba Sissoko, journaliste culturel. Merci également à vous, chers téléspectateurs qui nous regardiez. C'est la fin de ce talk consacré aux droits d'auteur. Excellente suite des programmes sur Medi 1 TV Afrique.